Dans cette capsule, nous allons examiner les impacts de l'imposition par les pouvoirs publics d'un prix plafond. Un prix plafond est un prix réglementé au-delà duquel il est illégal de vendre un bien ou un service. Évidemment, pour que le prix plafond soit pertinent, il faut qu'il soit inférieur au prix d'équilibre sur le marché. Si vous imposez un prix plafond qui est supérieur au prix d'équilibre du marché, la réglementation n'a aucun impact. Nous allons cependant voir que ce type d'intervention peut engendrer des effets pervers et que malheureusement c'est souvent les personnes les plus fragiles qui vont subir ces effets indésirables. Nous allons utiliser comme exemple le marché immobilier, puisque plusieurs juridictions imposent des réglementations sur les loyers qui s'apparentent à un prix plafond. Il est utile de débuter en examinant le fonctionnement d'un marché de l'immobilier qui serait libre de toute régulation des prix. Ainsi, imaginons une ville où initialement on est dans une situation d'équilibre, le loyer moyen est de 900 $ par mois et la quantité de logements de 40 000 unités. Supposons maintenant que pour une raison ou pour une autre, il y a une croissance de la demande. La demande se déplace vers la droite. Par exemple, il y a une vague d'immigration dans la ville. À court terme, l'offre de logement risque d'être très inélastique, de sorte que on va surtout avoir un ajustement à la hausse des prix. Le prix, par exemple, ici passe de 900 $ par mois à 1200 $ par mois. En effet, à court terme, il est difficile d'accroître le nombre de logements, puisque cela prend quelques mois à quelques années pour construire de nouveaux bâtiments. À court terme, la quantité de logements peut augmenter un peu. Ici, elle passe de 40 000 à 60 000. Ça peut être des propriétaires qui disposaient de logements, mais à 900 $ ne trouvaient pas rentable de le mettre sur le marché, alors qu'à 1200 $, ils trouvent maintenant rentable de louer leur logement. Par contre, il est probable que l'ajustement à court terme se fasse surtout donc par une augmentation du prix. À long terme, cependant, cette flambée des loyers est un signal pour les promoteurs immobiliers qu'il est rentable de construire de nouveaux logements. Les terrains vacants ou sous-utilisés vont faire place peu à peu à de nouvelles tours de condominium. Ainsi, il est probable que la courbe d'offre de long terme, ici représentée en orange, va être plus élastique ou en tout cas moins inélastique que la courbe d'offre à court terme. De sorte qu'il est probable qu'à long terme, la pression sur les loyers diminue et que l'on passe du point 2 au point 3. Donc qu'il y ait eu une réduction du prix des loyers. Examinons maintenant ce qui se passe si les pouvoirs publics interviennent. Face à la pression à la hausse des loyers et face à la grogne des locataires, les pouvoirs publics décident d'intervenir en imposant un prix plafond. Ainsi, ils imposent que les loyers ne peuvent pas augmenter à 1200 $, comme ça devrait être le cas si le marché était libre, mais vont devoir rester gelés à 900 $ par mois. Que va-t-il se passer? Eh bien, à ce prix de 900 $ par mois, la quantité offerte de logement ne va pas varier, elle va rester à 40 000 unités. Alors que par contre, à ce niveau de prix, la quantité demandée de logements, avec cette nouvelle demande liée à l'immigration, va être plus importante, par exemple à 100 000 unités. On voit donc que va se développer une pénurie. Et cette pénurie va avoir toute une série de conséquences, dont notamment éventuellement le développement d'un marché noir. En effet, notez que, étant donné la quantité de logements disponibles au prix de 900 $, on voit que le consentement à payer pour cette dernière unité par le marché, par les consommateurs, est supérieur à 900 $. En fait, la valeur donnée par la demande de la dernière unité est en fait beaucoup plus importante que le 900 $, que le prix réglementé. En fait, par exemple, il y a des gens qui seront prêts à payer jusqu'à 1400 $ par mois pour avoir un logement. L'existence d'un consentement à payer supérieur à ce qui est le prix réglementé, eh bien, ouvre la porte au développement d'un marché noir. En fait, certaines personnes seraient prêtes à payer
jusqu'à 1400 $ pour avoir un logement et donc pour éviter la pénurie. Ce 1400 $ peut être vu comme le loyer maximal sur le marché noir si celui-ci se développe. Mais il y a d'autres effets pervers que la pénurie peut engendrer. Tout d'abord, lorsqu'un logement va se libérer, il risque d'y avoir une ruée sur ce logement, ce qui va se traduire par une file d'attente. En fait, dans certaines villes, les gens qui cherchent un logement regardent les annonces de décès, c'est-à-dire un logement qui se libère, plutôt que les annonces de logement. La recherche d'un logement devient aussi une activité coûteuse en temps et en argent, ce qui augmente dans les faits le coût réel du logement. Par exemple, dans certaines villes, il faut engager une agence immobilière pour se trouver un logement. Agence immobilière qui se prend évidemment une commission importante. Comme on l'a dit précédemment, il risque de se développer un marché noir ou encore des pratiques illégales. Par exemple, dans certaines villes où les loyers sont réglementés, les locataires potentiels sont obligés d'acheter les clés de leur logement pour plusieurs milliers de dollars. C'est une manière de contourner la loi qui réglemente les prix et les loyers. De plus, en période de pénurie, les propriétaires vont avoir le gros bout du bâton. Et c'est souvent les personnes les plus fragiles, les minorités visibles, par exemple, qui vont écoper et qui vont faire face à la pénurie. De plus, à long terme, si les loyers dans d'autres segments, par exemple dans le segment commercial, ne sont pas réglementés, des propriétaires vont avoir intérêt à convertir des logements en bâtiments commerciaux. Et donc la pénurie pourrait s'accroître. Je vous propose maintenant d'utiliser les outils que l'on a introduits précédemment, c'est-à-dire les surplus, pour faire une analyse coût-bénéfice de l'imposition d'un prix plafond, d'un loyer plafond. Ainsi, on va déterminer si la collectivité gagne ou perd avec cette politique publique. On va ensuite déterminer la répartition des effets entre les acteurs impliqués, soit les propriétaires, les locataires qui ont un logement et ceux qui en cherchent. Pour cela, on va mesurer le changement dans les surplus. En fait, dans une première étape, on va déterminer quels sont les surplus sans la mesure, donc sans le loyer plafond, c'est ce qu'on pourrait appeler notre scénario de référence. La deuxième étape va consister à déterminer les surplus avec cette mesure, et dans la troisième étape, on va comparer les deux scénarios pour calculer les changements dans les surplus pour les différents acteurs. Déterminons tout d'abord le surplus du consommateur et le surplus du producteur en l'absence de réglementation. On l'a vu, le loyer va se fixer à 1200 $, du moins à court terme. Ainsi, à ce prix, le surplus du consommateur, comme d'habitude, c'est la différence entre la disposition à payer, qui se lit sur la demande, et le prix effectivement payé, le loyer. Voici donc le surplus du consommateur. Le surplus du producteur, c'est la différence entre le prix reçu par les propriétaires ici et leur courbe d'offres, et donc on a ici le surplus du producteur. Déterminons maintenant le surplus du consommateur et le surplus du producteur lorsque le loyer plafond est en vigueur. On sait qu'avec ce loyer plafond, la quantité échangée va être déterminée par l'offre, 40 000 unités, et que le prix payé va être de 900 $ puisque c'est la réglementation. Le surplus du consommateur dans ce cas, bien, pour toutes les unités qui sont mises en marché, c'est la différence entre la disposition à payer et le prix effectivement payé. Le surplus du consommateur est donc représenté par cette R, l'air sous cette courbe. Au niveau du surplus des producteurs, c'est la différence entre le prix reçu et la courbe d'offre qui représente le coût marginal. Donc, on a ici le surplus du producteur. Alors maintenant, comparons les surplus dans la situation avec la réglementation ou sans la réglementation. On le sait, du point de vue des producteurs, le surplus des producteurs ou des propriétaires ici, c'est cette surface-là en l'absence de prix plafond. Avec le loyer plafond, le surplus diminue à cette surface bleue. La différence, c'est donc la surface C plus la surface B. Donc les propriétaires sont perdants avec cette réglementation puisque au lieu d'avoir 1200 $ par mois pour les logements qu'ils louent, ils n'en ont plus que 900, donc il y a déjà une perte là. Mais en plus, il y a certains logements qui normalement devraient
être mises en marché qui ne le sont plus à cause de cette réglementation sur les prix. Donc il y a des échanges qui ne se réalisent pas et cette perte de surplus se mesure par B. Donc c'est la perte de surplus des propriétaires qui continuent à louer leur logement même avec le prix plafond mais qu'ils obtiennent moins pour leur logement. Et B représente les gains à l'échange du point de vue des producteurs qui ne se réalisent pas à cause de la limite sur les prix. Donc pour les propriétaires, ils perdent, c'est un signe moins parce qu'il y a une perte, B plus C. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des consommateurs. Bien, les consommateurs, le surplus du consommateur lorsqu'il n'y a pas de prix plafond, c'est cette surface-là. Avec le prix plafond, c'est cette surface ici. On voit donc qu'il y a deux effets. Tout d'abord, les personnes qui vont avoir un logement même avec le prix plafond, donc les 40 000 personnes, les 40 000 logements qui vont être loués, pour ces personnes qui ont un logement, il y a un gain associé à la réglementation, puisque au lieu de payer 1200 $, ils payent 900 $. Donc on voit que ces personnes réalisent un gain qui est mesuré par la surface C. Par contre, les gens qui vont subir la pénurie liée au prix plafond, eux, vont réaliser une perte de surplus, des gains à l'échange qui ne se réalisent pas, qui est mesurée par la surface A. Donc, les locataires qui ont un logement gagnent C, plus C, puisque c'est un gain, mais ceux qui subissent la pénurie perdent A, moins A, puisque c'est une perte. Donc, si on calcule maintenant l'effet net, eh bien, on voit que le C, c'est un transfert, puisque c'est de l'argent qui passe simplement des propriétaires vers les consommateurs. Donc ça s'annule lorsqu'on comptabilise l'effet net. Et donc ce qui reste comme perte, c'est A plus B avec un moins puisque c'est une perte. Cette surface-ci représente effectivement la perte de surplus liée au prix plafond, c'est-à-dire donc les gains à l'échange qui ne se réalisent pas à cause de cette réglementation des prix. On peut mettre tout ça dans un tableau avec les différents acteurs. Donc les différents acteurs ici sont les locataires qui ont un logement même avec le prix plafond, les locataires qui cherchent un logement à cause et donc qui font face à la pénurie, et les propriétaires. On l'a vu, les locataires qui ont un logement, l'imposition du prix plafond leur donne un gain, c'est un gain de surplus lié à la baisse du loyer qui se mesure par C. Les locataires qui cherchent un logement, eux, ont une perte de surplus liée à la pénurie, des gains à l'échange qui ne se réalisent pas, qui est mesuré par moins A. Les propriétaires font face à une réduction du surplus, qui se mesure donc par C plus B, et c'est avec un moins puisque c'est un coût. Si on additionne tous ces effets pour obtenir la perte de surplus total, on voit que le C s'annule parce que c'est simplement un transfert entre les parties, et ce qui nous reste, c'est moins A plus B, puisque ceci représente la perte de surplus, les gains à l'échange qui ne se réalisent pas à cause de la réglementation sur les prix. Notez que les locataires qui ont un logement, on l'a vu précédemment, vont éventuellement gagner à la suite de l'imposition du prix plafond. Mais si la réglementation n'est pas respectée, si par exemple se développe un marché noir, où donc le prix réel des logements n'est plus de 900 $, mais plutôt de 1400 $, eh bien il se peut en fait que toute cette partie ici, qui était considérée comme faisant partie du surplus des locataires, soit finalement transféré aux propriétaires sous forme justement d'un loyer, d'un prix de loyer au noir qui va être de 1400 $ plutôt que de 900 $. Il se peut aussi que toute cette surface-ci soit finalement dépensée par les locataires en vue d'essayer de se trouver un logement. En effet, par exemple, si pour se trouver un logement, pour faire face à la pénurie, il faut absolument engager une agence immobilière pour se trouver un logement, eh bien le coût de faire affaire avec ces agences de logement peut finalement représenter tout ce montant-là. Donc il se peut que toute cette surface-là, finalement, n'aille pas dans les poches des locataires, mais plutôt soit dans les poches des propriétaires ou encore d'agences immobilières, d'intermédiaires pour se trouver un logement.
Donc dans les faits, il n'est même pas clair que l'imposition d'un loyer plafond va profiter aux locataires qui ont un logement. Alors une fois de plus, si on voulait faire une analyse coût-bénéfice d'une situation réelle, il faudrait évidemment tenir compte des spécificités de la réglementation et tenir compte d'autres effets éventuels que peut avoir l'imposition du prix plafond et la réglementation du marché immobilier. Mais ce que cette analyse nous montre, c'est que contrecarrer les forces du marché peut mener à des effets perverses. Souvent, ces effets touchent les personnes que la réglementation visait à protéger. Souvent, la réglementation des prix, par exemple l'imposition d'un prix plafond, vise à protéger les plus démunis. Mais finalement, en créant une pénurie, c'est souvent les plus démunis qui vont faire face à la pénurie. Et donc, ceci milite pour des interventions qui, plutôt que d'essayer de contrecarrer de manière directe les forces du marché, plutôt essayer de viser des interventions qui visent à influencer ou à travailler avec les forces du marché plutôt que d'essayer de les contrecarrer. Par exemple, dans le secteur immobilier, les pouvoirs publics pourraient, au lieu d'essayer de réglementer les prix, essayer d'intervenir pour accroître l'offre et réduire la pression sur les prix, en favorisant par exemple les développements immobiliers, en allégeant les réglementations de zonage par exemple.